Donc, si vous êtes Trump, vous voyez ces ONG comme étant très idéologiques, mondialistes de gauche, et aussi comme celles qui essaient de perpétuer la guerre en Ukraine, les privent de fonds. C'est l'idée principale, et ils le font. Ils coupent simplement tous les financements. Bien sûr, il y a aussi un problème d'argent ici, car les États-Unis se dirigent évidemment vers la faillite, donc ils doivent également réduire considérablement leurs coûts. Bonjour à tous. Je suis toujours en train de parler avec Glenn Diesen, ici, mon ami et collègue de Norvège. Et maintenant, dans la deuxième partie de l'interview, après avoir discuté de ce qui se passe en Europe, nous devons parler de l'un des mécanismes par lesquels le discours en Europe et dans le monde a été en grande partie monopolisé et également guidé. À travers cela, la manière du réseau de propagande, nous avons appris récemment, avec les révélations sur le financement de toutes ces ONG à travers le monde, y compris en Europe. Le financement est maintenant révélé parce que Donald Trump enquête sur l'agence USAID et d'autres agences sur la façon dont elles dépensent l'argent. Et nous apprenons qu'il y a des millions et des centaines de millions qui vont dans différentes ONG. Cela est également canalisé par le National Endowment for Democracy. Je veux discuter de cela avec vous, Glenn, car d'une part, vous l'observez depuis longtemps. D'autre part, vous avez été à la réception de l'influence que les ONG exercent, même en Europe. Voyez-vous également cela comme l'un des mécanismes par lesquels le contrôle du récit et le consentement sont fabriqués? Oui, bien sûr. Je pense que c'est un instrument clé du pouvoir. Encore une fois, nous avons le pouvoir économique, le pouvoir militaire, et ensuite nous avons une lutte pour l'information dans les médias. Dans cet effort pour façonner l'opinion publique, pourquoi essayer d'influencer la société civile d'autres pays serait-il exclu? Bien sûr, il est dans l'intérêt de changer les mentalités des gens dans d'autres pays. C'est un instrument de pouvoir, et cela a toujours été le cas. Ce qui est choquant à ce sujet, ce n'est pas seulement ce qui a été révélé, mais l'ampleur de cette influence. It's not just what has been revealed, the extent of this influence, and as you said, this is to manufacture consent. Et comme vous l'avez dit, c'est pour fabriquer le consentement. Dans les pays occidentaux, nous utilisons les mêmes ONG ici pour fabriquer le consentement, en veillant à ce qu'il n'y ait pas de véritable dissidence contre les idées principales. Et dans les pays adverses, nous avons des efforts pour utiliser les mêmes ONG pour un changement de régime. Maintenant, ce qui est un peu surprenant, c'est à quel point il y a de la surprise nainte, car nous savions déjà cela, en quelque sorte. Toutes les preuves étaient déjà disponibles. Vous avez mentionné le National Endowment for Democracy. Cela a été mis en place par Reagan et le directeur de la CIA dans les années 1980 pour cette raison précise. Il y a eu tellement de documents divulgués, de documents déclassifiés. Vous aviez des lanceurs d'alerte de la CIA. Vous aviez les personnes qui ont mis en place le National Endowment for Democracy, tous confirmant que oui, ce que la CIA faisait avant, nous le faisons. Et cela a beaucoup de sens. Mais c'est aussi un sujet très controversé. Tout d'abord, la société civile est très importante. C'est ce qui équilibre l'État. Le gouvernement ne décide pas de tout. Votre rôle en tant que citoyen n'est pas seulement de voter tous les quelques années, mais vous devriez pouvoir vous engager davantage. Mais nous avons inventé cette idée que ces organisations non gouvernementales, elles sont la société civile. Ce sont elles qui représentent la société civile. Ce qui est une chose très étrange à affirmer, car soudainement, beaucoup de pouvoir est maintenant confié aux ONG. Si nous affirmons maintenant que les ONG sont celles qui représentent la société civile, cela aggrave les choses. Que se passe-t-il si toutes les grandes ONG sont financées par des gouvernements?
Que se passe-t-il si elles sont composées de personnes proches de la communauté du renseignement? Et que se passe-t-il si leur interprétation, par exemple, des droits de l'homme, s'aligne toujours sur les intérêts géopolitiques? Donc, quand vous avez des problèmes, je mentionne souvent le cas Assange, parce que souvent ces ONG voient Julian Assange et elles ne se soucient pas beaucoup de ce qu'il révèle, mais elles passent beaucoup de temps à le diffamer. Donc vous savez, vous avez toujours cela. Et encore une fois, ce n'est pas une théorie du complot. Nous avons déjà toutes les preuves. Nous savons qu'elles sont presque entièrement financées par des gouvernements. Nous savons, grâce à toutes ces fuites, qu'elles ont été composées de personnes proches de la communauté du renseignement, qu'elles ont travaillé avec la communauté du renseignement. Parce qu'ils sont un excellent instrument pour manipuler la société civile, ils deviennent le principal facilitateur pour l'organiser. Et aussi, au lieu que des chefs militaires essayent de le faire, ils peuvent se présenter comme altruistes. Ils sont là pour soutenir la démocratie et les droits de l'homme. Et comme quiconque étudie la théorie de la communication le sait, la façon dont le message est reçu dépend beaucoup de qui le délivre. Si vous prétendez être une organisation qui est là uniquement pour promouvoir la liberté, il est plus probable que vos messages soient acceptés. Si la CIA se tient là à distribuer de l'argent aux manifestants, vous savez ce qui se passe. Si c'est une organisation non gouvernementale qui lutte pour la démocratie, il n'y a pas cette voix dans votre tête qui s'y oppose autant. C'est donc un outil très important. Et c'est ce que nous découvrons maintenant aussi. Lorsque les États-Unis réduisent le financement de l'USAID, soudainement, 85% à 90% des médias ukrainiens ne reçoivent plus leur salaire. Et nous voyons que les groupes politiques ne sont pas financés. Nous voyons que les manifestants ne reçoivent soudainement plus leur argent. Je veux dire, cela fait partie de la politique, et cela devrait être abordé. Mais la belle partie de ces ONG, c'est que si vous les critiquez, vous détestez maintenant la société civile. C'est ce que j'ai découvert. J'ai critiqué un article sur la façon dont les ONG détournaient la société civile. Et l'une de ces ONG a en fait écrit une lettre à mon université pour leur expliquer à quel point j'étais dangereux parce que je sapais et menaçais la société civile en les critiquant. Je veux dire, c'est absurde. Vous, en tant que membre de la société civile, menacez la société civile en la critiquant. Non, vous devez vous subordonner. Vous devez accepter les ONG. Vous dirigez une société civile, et c'est un point de départ. Si vous n'acceptez pas qu'elle représente la société civile, alors vous n'êtes plus autorisé à parler. Et oui, ils viendront pour vous. C'est le même état d'esprit dont nous avons parlé dans la première partie de l'interview, n'est-ce pas? C'est comme assimiler un bien supérieur à soi-même et ensuite faire croire cela à tout le monde. Mais je veux aussi parler de vos expériences dans un instant, car j'ai deux autres questions connexes. Une question est bien sûr, pourquoi les États-Unis démantèlent-ils maintenant cet outil de leur propre pouvoir qui a si bien fonctionné? Je veux dire, pensez-y du point de vue des États-Unis. Cette chose est responsable de convaincre suffisamment de personnes en Ukraine d'être réellement l'agneau sacrificiel, n'est-ce pas? D'aller sur le champ de bataille et de mener une guerre que l'administration Biden voulait mener, n'est-ce pas? C'est un outil très très puissant et les États-Unis sont en train de le démanteler eux-mêmes. Deuxièmement, cette tendance actuelle des médias a encore se lamenter à ce sujet. Reporters sans frontières, une organisation française, s'est plainte que, oh, maintenant tant de journalistes ne sont plus payés parce que les États-Unis coupent ce financement. Et c'est tellement horrible, parce que le journalisme indépendant est si important. Ne comprenant pas que ce poste est toujours en ligne. Ils assimilent le fait d'être payés par des journalistes, des ONG, et par de l'argent financé par les États-Unis ou l'UNOCAMERO,
dans certaines parties au journalisme indépendant, comme s'ils ne comprenaient toujours pas que ce n'est pas indépendant. C'est plus ou moins la définition de dépendre de quelqu'un. Pouvez-vous répondre à ces deux questions? Eh bien, c'est pourquoi on en parlait dans les années 80 lorsqu'ils ont créé ces ONG comme se cachant au grand jour. Parce que si les agences de renseignement américaines donnent de l'argent aux journalistes, vous avez maintenant un scandale. Si la CIA crée des ONG comme intermédiaires, les agences de renseignement donnent toujours de l'argent aux ONG, elles travaillent avec les agences de renseignement et elles le donnent aux journalistes. Maintenant, c'est acceptable. Ce n'est plus un scandale. Encore une fois, vous pouvez vous cacher au grand jour. Mais c'est quelque chose de très très fou. J'ai vu ces gros titres apparaître partout, pas seulement... Oui, cette idée qu'ils réduisent les fonds pour les médias indépendants. Mais quand vous êtes financé par les États-Unis et des organisations liées aux agences de renseignement, cela va influencer votre reportage. Et si cela ne vous dit pas quoi faire, au moins cela limite qui a accès à ces fonds. Les personnes qui finissent sur la liste de paie ont un certain positionnement idéologique. Et vous voyez tous ces médias indépendants qu'ils ont en Ukraine, dont 85-90% ont été financés. Eh bien, ils ne tentent pas à rendre compte des réalités sur le champ de bataille. Ils ne rapportent pas les choses les plus basiques qui se passent. Par exemple, la fusillade sur le Maïdan, ce qui se passe réellement au tribunal, qui a prouvé que c'étaient les groupes d'opposition qui ont ensuite pris le gouvernement, qui étaient derrière la fusillade. Ils n'abordent pas ces questions parce que, eh bien, pourquoi le feraient-ils? Ce n'est pas pour cela qu'ils ont été embauchés. Donc je pense que mais aussi, pourquoi les États-Unis? Pourquoi Trump le couperait-il? Parce que, comme vous l'avez dit, ils ont été très bons. Et je pense qu'ils sont devenus trop idéologiques. Et c'est un problème quand une société devient polarisée. Parce que si ce n'est qu'un instrument pour les intérêts américains contre le reste du monde, pourquoi le couperiez-vous? Mais vous voyez aussi maintenant que certaines préoccupations aux États-Unis sont que, à mesure que la société se polarise, ils voient beaucoup de cette USAID promouvoir beaucoup de projets woke. C'est pas quelque chose qu'ils aiment, parce que ce sont certaines des choses qui les divisent en interne. Mais c'est aussi en termes d'intérêt de politique étrangère. Comme nous le voyons maintenant, l'administration Trump veut orienter les États-Unis dans une direction différente. Ils ne peuvent pas s'en prendre à la Russie, à la Chine et à tout le monde en même temps. Il est donc important de voir comment ces ONG sont utilisées. Non seulement elles ont été utilisées dans les révolutions de couleur, mais si vous regardez l'Ukraine, par exemple, les ONG ont joué un rôle très central lorsqu'elles ont renversé le gouvernement en Ukraine en 2004. Elles ont également joué un rôle important lorsqu'elles ont renversé le gouvernement en 2014. Mais aussi, dans les efforts pour parvenir à la paix, les ONG sont très efficaces pour s'opposer à cette situation. Comme nous en avons parlé plus tôt, en 2019, ils ont eu une élection présidentielle en Ukraine. Comme nous nous en souvenons, Zelensky s'est présenté sur une plateforme de paix. Il allait parler au Donbass, faire preuve de diplomatie, il allait essayer de faire la paix avec les Russes, et la plupart de cela devait être réalisé en mettant en œuvre l'accord de Minsk. Mais que s'est-il passé? Eh bien, nous savons que les États-Unis, bien sûr, avaient tous ces groupes fascistes d'extrême droite qu'ils ont financés, qui ont menacé la vie de Zelensky s'il faisait cela. Très ouvertement dans les médias d'ailleurs. Mais nous avions aussi des ONG, comme le Ukraine Crisis Media Center, qui ont effectivement envoyé une lettre d'avertissement à Zelensky.
Ils ont dit, en tant que société civile, vous savez, parce qu'ils sont une société civile, nous avons une liste de lignes rouges à ne pas franchir. L'une des choses importantes était, eh bien, je pense que la première était de ne pas organiser de référendum sur les négociations avec les Russes. Quelque chose dans ce genre. S'il doit y avoir des discussions avec la Russie, cela ne peut pas se faire sans les États occidentaux. Donc, encore une fois, c'est l'ONG financée par les États occidentaux qui ne permet pas au gouvernement ukrainien, qui vient de remporter une élection écrasante, de négocier réellement sans eux ou d'organiser un référendum sur l'autonomie. Vous ne pouvez faire aucune concession qui pourrait compromettre notre intérêt national, ce qui est très vague. Et vous ne pouvez même pas retarder l'adhésion à l'UE et à l'OTAN. De plus, n'implémentez aucune politique de sécurité qui contredit celle du gouvernement précédent. Donc, toutes ces choses étranges se traduisent effectivement par l'ensemble de votre programme électoral, le mandat de paix qui vous a été donné. Si vous essayez de réellement mettre cela en œuvre, c'est une ligne rouge, et la stabilité politique en souffrira. C'est plus ou moins ce que disaient les groupes fascistes, que les États-Unis ont également financés, sauf qu'ils disaient que Zelensky serait pendu à un arbre s'il essayait de mettre en œuvre le mandat de paix qu'il avait remporté. Donc, encore une fois, c'est une ONG. Ils aident à renverser le gouvernement. Une fois le gouvernement renversé, ils sont là pour s'assurer qu'aucune élection ne puisse inverser cela, qu'il n'y aura pas de paix avec le Donbass, qu'il n'y aura pas de paix avec la Russie et que le conflit continuera. Donc si vous êtes Trump, vous voyez ces ONG comme étant très idéologiques, globalistes, de gauche, et aussi comme celles qui essayent de perpétuer la guerre en Ukraine. Les priver de financement, c'est l'idée principale, et ils le font. Ils coupent simplement tous les financements. Bien sûr, il y a aussi un problème d'argent ici, car les États-Unis se dirigent évidemment vers la faillite, donc ils doivent également réduire leurs coûts. Et oui. Eh bien, nous verrons cela. Mais oui, je pense que vous avez absolument raison. Et aussi, peut-être que l'expérience personnelle de Donald Trump est que certaines de ces ONG ont été détournées de l'extérieur vers l'intérieur. Et vous savez comment nous savons aussi, au moins depuis le comité Church, que l'état de sécurité, l'état de renseignement, a été tourné non seulement vers l'extérieur, mais aussi vers l'intérieur contre le peuple américain. Et c'est quelque chose que les États-Unis prennent très très au sérieux, n'est-ce pas? À propos de l'utilisation de la force militaire ou de la force de type militaire contre leur propre population, qu'ils sont censés protéger. Mais, quand il s'agit de ces forces extérieures, il est tout aussi important de garder à l'esprit que les Européens aussi, les populations européennes, sont très ciblées par cela, n'est-ce pas? Et votre propre expérience, je veux dire, les Ukrainiens sont une chose. Et je pense que ce que vous ajoutez ici est un deuxième niveau très important à la discussion que Nikolai Petro aborde également dans ses livres sur la politique interne de l'Ukraine, et à quel point la pression était significative pour aller vers cette guerre, et la pression sur Zelensky pour s'éloigner de la plateforme de paix. Donc maintenant, nous savons que les ONG font également partie de ce puzzle pour en quelque sorte stimuler l'adhésion aux politiques qui sont principalement élaborées à Washington et non à Kiev. Mais vous aussi, je veux dire, en Europe, vous avez ressenti la pression de ces ONG. Voulez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet? Comment cela fonctionne? Bien sûr. Permettez-moi d'abord de dire cependant, avec les Européens, parce que nous faisons cela aussi, et Orbán, le Premier ministre de Hongrie, a récemment fait ce commentaire également, que nous devons tous transférer de l'argent à Bruxelles. Et ensuite, Bruxelles utilise cela pour financer des ONG qui financent des manifestations et des activités antigouvernementales dans notre propre pays. Donc, ils financent essentiellement
des activités pour déstabiliser leur propre gouvernement. C'est ce que les ONG ont fait. Il était donc très favorable à la suppression de ce financement. Encore une fois, le ministre indien des Affaires étrangères, Jai Shankar, faisait également ce point. Nous ne voulons pas de toutes ces ONG. La société civile fait partie de la démocratie, mais notre société civile ne doit pas être dirigée par l'Union européenne. Ce n'est pas la démocratie, et vous savez, il appelle à une distinction entre la démocratie et ce que nous appelons maintenant le libéralisme. Nous avons la même situation dans ce pays, en Norvège, avec certains des mêmes acteurs. Par exemple, le National Endowment for Democracy, qui est maintenant privé de fonds par Donald Trump, est également très actif dans ce pays. Mais ce n'est pas pour un changement de régime, car nous avons un gouvernement très aligné. Il ne diverge pas beaucoup des États-Unis. Eh bien, maintenant, il pourrait effectivement le faire, après la conférence de Munich, mais oui, il s'assure de se connecter très étroitement aux médias. Donc, chaque fois qu'il se passe quelque chose dans le système international, des conflits, les journalistes vont parler avec ces ONG parce qu'elles représentent prétendument la liberté et la démocratie. Ainsi, elles peuvent cadrer toutes les questions dans le monde. Que se passe-t-il en Chine? Que se passe-t-il en Russie? Et parce qu'elles sont une organisation de défense des droits de l'homme, une ONG, elles peuvent le présenter comme une lutte entre démocratie et autoritarisme. Ainsi, chaque conflit dans le monde est diffusé aux médias comme un conflit entre le bien et le mal. Bien sûr, la crise en Ukraine, avec toute sa complexité, toutes les principales questions qui ont déclenché ce conflit et qui le poursuivent, est toujours simplifiée à l'idée que, eh bien, ils veulent la liberté et la démocratie. La Russie est maléfique et ils détestent la démocratie. Et c'est le récit. Mais c'est plus convaincant quand cela vient de l'ONG. Ils s'immergent vraiment avec les médias. Mais bien sûr, quand vous êtes dissident, quand vous critiquez la guerre, et je l'ai critiqué depuis 2014, je suis très critique de la manière dont l'OTAN et l'Occident ont été impliqués dans cela et ont poussé la guerre. Eh bien, que se passe-t-il alors? Ils doivent alors salir, censurer et bien sûr annuler quiconque s'y oppose. Donc, cette ONG en Norvège, elle s'appelle le Comité Helsinki norvégien. Elle est financée par le gouvernement américain. C'est le ministère des Affaires étrangères. Il est financé par le National Endowment for Democracy, qui est la couverture de la CIA depuis 1983. Et il est également financé par mon propre gouvernement. Et ils écrivent régulièrement ces articles diffamatoires, où je suis toujours un propagandiste russe, un agent russe. Je suis en violation du droit international parce que j'ai parlé à un journal russe. Rien n'a vraiment de sens. Et ils sont sur leurs réseaux sociaux à écrire des tweets tout le temps, non seulement pour me diffamer, mais aussi l'université, parce qu'ils mettent toujours le lien vers l'université pour qu'on voit qu'ils les diffament à cause de moi. L'implication est que si je n'étais pas là, alors cela n'arriverait pas. Ils appellent également d'autres universitaires et collègues à se lever contre moi pour contrer la propagande russe. Ils retweetent et prônent cela. Comment appellent-ils ça? Cette soupe vatnique. Toute cette armée de trolls en ligne qui essayent d'intimider et de harceler les gens. Ils envoient des lettres à mon université. Ils appellent le directeur de mon université pour dire à quel point je suis problématique. Chaque fois que j'ai un événement où je dois parler, ils essaient de le faire annuler. Si c'est comme un syndicat et qu'ils ne parviennent pas à organiser les gens pour annuler, ils encourageront les gens à se retirer du syndicat en opposition. Et oui, partout où je parle, si c'est un événement public, ils vont voir l'organisateur, les personnes présentes. Quoi qu'il en soit, ils font ce qu'ils peuvent pour l'annuler.
Et non, c'est devenu assez extrême, au point que vous savez, vous pouvez imaginer que je reçois beaucoup de courriers haineux et d'appels haineux. Et l'un de leurs employés a même publié une photo de ma maison sur les réseaux sociaux. Donc oui, c'est très vil. Et tout cela est bien sûr sous la bannière d'une ONG de droits de l'homme. Démocratie. C'est très sombre. Donc quand je vois Trump retirer les financements de tout cela, je ne peux m'empêcher de penser, oui, laissez-le brûler. Cela devrait être démantelé. Cela n'a rien à voir avec la société civile. Il s'agit de propagande politique. Il s'agit de fabriquer le consentement. Et il s'agit d'annuler et de censurer toute voix dissidente. Je suis vraiment désolé d'apprendre que vous traversez toutes ces expériences horribles vous-même dans la Norvège libre, démocratique et pluraliste, n'est-ce pas? De tous les endroits. Juste une chose, cependant. Je voudrais également dire qu'avoir des ONG en soi est une bonne chose, n'est-ce pas? C'est une bonne chose d'avoir une société civile et d'avoir des organisations. Et Reporters sans frontières fait un travail important pour mettre en lumière les endroits où les journalistes sont abattus et tués. Bien que pas assez, par exemple à propos de Gaza, mais dans d'autres endroits. Non, je pense qu'en fait à Gaza ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils ont mentionné cela. Donc, c'est une bonne idée d'avoir des ONG qui représentent les intérêts de certains groupes de la société civile. Le problème, tout comme avec les droits de l'homme, c'est quand on en abuse pour créer ces systèmes de répression, n'est-ce pas? Pensez-vous que nous pouvons nous débarrasser de la répression et de la partie contrôle, le contrôle sociétal, et ce qu'ils appellent la guerre cognitive, n'est-ce pas? Utiliser ces ONG pour cibler des populations et changer leurs opinions. Pouvons-nous détruire cela tout en maintenant la fonction socialement utile de ces ONG? Eh bien, c'est une bonne question, parce que c'est le cœur du sujet. Nous ne voulons pas jeter le bébé avec l'eau du bain, car il y a beaucoup d'ONG qui font un travail excellent et important. Il y a de nombreux problèmes et beaucoup de souffrances dans le monde. Le concept même de société civile internationale a en effet du mérite. Si vous voyez des gens souffrir dans un autre pays, ne devrait-il pas y avoir une certaine humanité commune avec eux? Ne devrions-nous pas entendre cela? Ne devrions-nous pas nous intéresser et nous tenir aux côtés d'autres personnes dans un autre pays si elles ont besoin d'assistance ou d'aide? Il n'y a aucune raison pour que les frontières nationales coupent nécessairement ce qui est considéré comme la société civile. Donc je ne suis évidemment pas opposé à la société civile. Je pense que c'est extrêmement important comme un contrôle du pouvoir gouvernemental. Mais ma critique est, lorsque les gouvernements détournent la représentation des ONG de la société civile, car la société civile est un contrôle du pouvoir gouvernemental. Maintenant, si le gouvernement en vient à représenter la société civile, il n'a pas besoin d'expliquer pourquoi ça pose problème. Mais oui, comment faire cela? Et je pense que la chose principale est, d'abord, qu'il doit y avoir une certaine transparence et des discussions honnêtes à ce sujet, et ne pas simplement dire que toute critique des ONG est de la haine envers la société civile. Car chaque fois que vous avez une concentration de pouvoir, vous devriez être préoccupé. Et encore une fois, représenter la société civile, comme le font souvent les ONG, est un énorme pouvoir. Et puis vous devez être honnête, comme « Oh, qui voudrait exercer ce pouvoir ?» Eh bien, il y a un groupe d'intérêt, n'est-ce pas? Les agences de renseignement. Quiconque a essentiellement pour travail de manipuler la société civile d'autres pays. Donc je pense qu'il faut être honnête à ce sujet. Et c'est la même chose avec les think tanks. Une fois que vous avez ces organisations qui mettent tous les fonctionnaires sur leur liste de paie, qui sont capables de fournir beaucoup d'articles aux médias, vous devriez voir qui les finance. Voyez, qui est capable d'influencer la politique étrangère à un tel point qu'il crée essentiellement ce que nous croyons être des connaissances qui dictent les récits.
Et vous découvrez alors, bien sûr, qui va payer pour cela. Eh bien, nous voyons que ce sont les principaux fabricants d'armes. Donc il faut être honnête quand le pouvoir se concentre. Mais encore une fois, vous ne voulez pas tout rejeter. Encore une fois, sur la question des think tanks, l'une des principales organisations qui écrit sur l'influence destructrice des think tanks est elle-même un think tank, Responsible Statecraft. Donc vous ne pouvez pas simplement les annuler tous. Alors comment distinguer les bons des mauvais? Je pense qu'il doit y avoir une certaine transparence autour du financement. Je pense que c'est essentiel. Et oui, lorsque vous avez des gouvernements qui financent des ONG et travaillent avec des agences de renseignement tout en poursuivant des intérêts géopolitiques nationaux, je pense qu'il devrait être assez évident que la société civile, qu'elle n'est pas aidée, qu'elle n'est pas valorisée. Je pense qu'elle est alors contrôlée. Mais comment faire cela? Je pense que c'est une excellente question à laquelle il faut répondre. Je pense que c'est tout à fait juste. La transparence sur les flux d'argent. Donc il faut être clair, non seulement pour les ONG, mais aussi sur le fonctionnement du côté économique. Car vous avez essentiellement deux modèles de base, n'est-ce pas? L'un est que vous recevez de l'argent pour faire ce que vous faites d'une autre source, ou ce que vous faites est ce que vous vendez, ce qui se finance lui-même, ce qui est généralement le cas dans le secteur privé. Et là, nous devons également être transparents. Juste un exemple. YouTube. Vous et moi pouvons recevoir de l'argent pour ce que nous faisons. Non pas parce que quelqu'un nous paie de l'extérieur, mais parce que nous apportons des spectateurs à YouTube, n'est-ce pas? Et YouTube sert ces spectateurs aux annonceurs. Et les annonceurs payent YouTube. Et YouTube nous donne une part de cet argent, n'est-ce pas? C'est le modèle. C'est ce qui lui permet de faire ce qu'il fait. Donc YouTube n'est pas vraiment une plateforme de partage de vidéos. YouTube est une plateforme de livraison de spectateurs pour les annonceurs, n'est-ce pas? Et nous participons à cela. Mais cela nous permet ensuite de faire ce que nous faisons. Et tant que nous livrons les spectateurs, nous pouvons continuer à le faire. Dans le secteur des ONG, cela fonctionne différemment, bien que certaines ONG vendent le produit qu'elles livrent. Si nous clarifions cela créerait la transparence et l'honnêteté sur ce qui se passe, ce qui donnerait suffisamment d'informations aux spectateurs et aux lecteurs pour comprendre dans quel système ils sont engagés. Non, je pense que c'est important, parce qu'un défi majeur est de permettre à la société de devenir un appendice du marché. Et je ne cherche pas à détourner la conversation vers les think tanks. Mais en fait, le directeur de l'Institut Kennan, qui est aussi un think tank, faisait également ce point, à savoir que nous devons être honnêtes sur l'origine de l'argent. Parce que si c'est comme, vous savez, le modèle YouTube que vous avez, cela devient très problématique. Mais il a dit que ce que nous faisons essentiellement, c'est devenir des colporteurs d'influence. Donc c'est tout ce que nous faisons. Et dans le domaine des ONG, oui, c'est aussi ce que vous faites. Vous mettez effectivement la société civile en vente. Et il n'y a qu'un seul acheteur, qui est les principaux gouvernements et agences de renseignement. Mais il y a aussi cela. Je suppose qu'une règle équitable serait, et cela pourrait être plus facile maintenant que le monde devient plus multipolaire. Car je pense que c'est une raison pour laquelle ces ONG ont un peu proliféré au cours des 30 dernières années, lorsque tout le pouvoir était concentré en Occident. Dans un système multipolaire, cela suggère que d'autres pourront également faire cela. Donc, une bonne règle serait de penser que se passerait-il si d'autres pays faisaient cela? L'accepterions-nous? Disons que la Chine, la Russie ou un autre pays qu'on nous dit de détester injecterait des milliards de dollars dans des organisations non gouvernementales. Et ces ONG, bien sûr, travailleraient avec leurs services de sécurité.
Et tous les droits de l'homme seraient parce qu'ils sont des droits de l'homme. All human rights would be because they are human rights, and whatever's good for us is good for human rights. So it's a way Et tout ce qui est bon pour nous est bon pour les droits de l'homme. C'est donc une façon de promouvoir leur politique directement à travers le public. Accepterions-nous cela? Et je pense que c'est assez évident. Non, bien sûr que non. Nous considérions cela comme une guerre hybride. Nous dirions que c'est une attaque contre la démocratie. Mais qu'est-ce qui est exactement différent quand nous le faisons? Et nous revenons toujours à la même chose. Donc, nous sommes une démocratie. Donc, c'est acceptable quand nous le faisons, mais pas les autres. C'est pourquoi il était fascinant d'écouter le ministre des Affaires étrangères indien à la conférence de Munich, car ils sont la plus grande démocratie du monde. Et il faisait un peu le même argument. Qui sont ces gardiens autoproclamés de la démocratie venant de l'Ouest? Ils n'ont aucune légitimité démocratique en Inde. Pourtant, ils exigent d'interférer et de dire à tout le monde quoi faire, et commencent même à s'organiser eux-mêmes et à manipuler, parce qu'il y a beaucoup d'ONG impliquées, financées par l'Occident en Inde. Et il a fait ce grand commentaire que tout le monde devrait regarder dans son discours. Il a dit, « Si l'Inde faisait dans vos pays ce que vous faites dans les nôtres, vous seriez en armes. Vous ne toléreriez jamais cela. » Et cela vient de l'Inde. Encore une fois, la plus grande démocratie du monde. Un pays que nous ne sommes pas censés détester, qui semble être un pays ami. Alors que dirions-nous si c'était les Chinois ou les Russes qui nous faisaient cela? En aucune circonstance, cela ne serait acceptable. Alors, pourquoi est-ce que lorsqu'on parle des lois sur les ONG dans des pays comme la Géorgie, on doit simplement les rejeter en disant que ce sont des lois de Poutine, et ensuite nous devons renverser le gouvernement? Sinon, ils abandonneront la démocratie, parce que c'est ça la démocratie, apparemment, que les gouvernements occidentaux financent votre société civile. Il n'y a pas de débat honnête. Je pense que si nous étions autorisés à discuter des choses, à avoir des débats, ce serait très différent. Mais nous ne le faisons pas. Nous avons les slogans, comme nous en avons parlé auparavant. Si vous êtes pour la transparence sur les ONG, ce qui était la loi que les Géorgiens ont poussée, alors vous avez des lois de Poutine, et c'est mal. Donc, vous devez laisser les ONG de l'Ouest, pas de la Russie, faire ce qu'elles veulent. Sinon, oui, vous êtes mauvais. C'est ainsi que la réalité peut être simplifiée. Et c'est ce à quoi nous devons nous opposer. Nous devons reconnaître la complexité de tout cela. Et l'une des personnes qui nous aide beaucoup à reconnaître la complexité est Glenn Diesen de Norvège. Vous avez votre propre chaîne YouTube et votre propre Substack, et les liens seront dans la description. J'encourage tout le monde à s'abonner à Glenn. Il offre une analyse fantastique et fait également de merveilleuses conférences. Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter à ce stade? Sur où les gens devraient vous trouver? Non, principalement oui. Substack ou YouTube ou Twitter ou X comme on l'appelle maintenant. Désolé. Twitter ou X également. Il a aussi un grand nombre de followers là-bas. Glenn Diesen, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci Pascal.